disent pas tout. Alors, vous l'aurez compris, et selon docteur Mounir Miko, il faut rester vigilant et prudent. Un virus, lorsqu'on parle justement de ces variantes du virus, des virus qui se propagent, vous le disiez à l'instant, plus facilement, qui se développent très rapidement. Donc, il faut rester très vigilant. Alors, docteur Mounir Miko, le virus qui a été détecté pour la première fois à Wuhan, en Chine, n'est pas le même que celui que l'on trouve aujourd'hui dans la plupart des pays du monde. C'est tout à fait vrai parce que le virus, il est en perpétuelle mutation. Il est en perpétuelle mutation. Je veux dire qu'à chaque fois que le virus, il est en train de se répliquer dans le corps d'un être humain, il y a des petites modifications génétiques qui arrivent dans la reproduction de ce virus. Ça veut dire, comme on l'explique assez fréquemment, on fait des photocopies, si vous voulez dire, du virus. Et quand on fait des petites photocopies, on arrive plutôt à un nombre de photocopies, on arrive à ce que la photocopie ne soit pas exactement la même parce qu'il y a un petit décalage, une petite changement, un petit changement dans la réplication de la copie. Et de ce fait, on a tout le temps des petites variantes qui arrivent. Et on a comptabilisé, je vous donne un chiffre tout simple, on a comptabilisé entre décembre et janvier où a été en Wuhan, où là, le virus est apparu la première fois, jusqu'à il y a à peu près un mois, 33 000 mutations comptabilisées. Ça veut dire qu'on peut avoir beaucoup plus que ça. Mais quand on a des mutations qui sont important, ça veut dire qu'il y a des changements très importants dans le virus. Là, ça devient inquiétant. Grave, surtout qu'on ne connaît pas qu'est-ce qu'il va donner comme risque de contamination, comme risque de lésion au niveau du corps humain, ainsi de suite. Et le degré, le degré de la contagiosité, docteur Mounir Miko. Exactement, ça c'est vrai. Espérant que, par exemple, si vous vous rappelez, pour le SARS-CoV-1, qui était là en 2003, si je me rappelle de l'année, le degré de contagiosité était très bas, mais avec un risque de mort et de létalité qui était très élevé. Et donc, on a pu rapidement cerner le virus, différemment de ce virus, qui reste très contagieux, avec une mortalité qui est, je vais dire un terme assez difficile à accepter, mais en tout cas, avec une mortalité acceptable, j'ose dire. D'accord? Un peu plus élevée. Alors, ce qui inquiète le plus, c'est la rapidité de la contagion. Exactement. Exactement. Maintenant, avec ce nouveau variant, on a une contamination beaucoup plus élevée. Et ce qui est nouveau dans les statistiques qu'on vient d'avoir au niveau britannique qui donne un état des lieux, quand même une mortalité qui est plus importante par rapport à la mortalité du Covid qu'on connaît habituellement. Donc une mortalité beaucoup plus importante de 30% par rapport au Covid habituel. D'accord. Ceci fait à ce que ça soit la contagiosité qui est élevée et en même temps le risque de mortalité qui est beaucoup plus élevé. D'accord. Alors, l'augmentation de la transmission, vous le disiez il y a quelques instants, suffirait à causer des problèmes aux hôpitaux. Saturation des hôpitaux, docteur Mounir Miko. Effectivement. C'est ce qui inquiète justement les experts et les spécialistes. Exactement, c'est ce qui inquiète. D'ailleurs, si vous vous rappelez, et on était en lutte contre ces discours qui sont assez populistes. Si vous vous rappelez auparavant, quand on disait que c'est un virus banal et qui n'allait pas donner beaucoup de maladies, qu'il fallait laisser circuler et on va avoir une immunité collective avec le virus. Cette histoire-là, que ce soit au niveau du Brésil, que ce soit au niveau de la Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Suède, c'est des discours qui n'avaient pas de base, où il y avait un grand risque. D'ailleurs, avec le temps, on a prouvé comme quoi ça ne pouvait pas marcher de cette manière et que le virus cause une saturation assez rapide avec une gravité importante des hôpitaux. Et c'est ce qui rendait l'urgence à faire des réactions
très importante à type de fermer les frontières, ainsi de suite. Donc, la chose n'est pas très simple à gérer. Et compter sur une immunité collective grâce à l'infection et que ça redevient important, non, on ne faut pas compter dessus. L'exemple de la Suède où il y a eu un confinement généralisé il y a à peu près 2 mois. Et si vous vous rappelez, le Brésil essayait de faire la même chose. Et il y avait une ville, j'ai oublié le nom de la ville, une ville complètement on a laissé les choses circuler, où le virus circulait d'une façon normale. On s'est dit comme quoi il y a eu une immunité collective. Maintenant, ils sont vraiment des images catastrophiques qu'on est en train de voir arriver. On ne trouve pas d'oxygène, on ne trouve pas d'extracteurs d'oxygène, on ne trouve pas de place dans les hôpitaux, non dans les cliniques. C'est vraiment catastrophique. L'état d'alerte, c'est catastrophique. Donc, on ne doit en aucun cas, je suis désolé encore une fois pour vos auditeurs qui sont en train d'écouter, on ne doit en aucun cas compter sur laisser aller les choses spontanément ou dire qu'on est bien maintenant, on doit faire passer les choses. Non, j'ai le devoir d'être un peu alarmiste quand même et de souligner l'importance pour le moment, de rester vigilant. C'est vrai qu'on assiste à un frémissement par rapport au taux de contamination. Cela dit, il faut rester très prudent et très vigilant. Oui. C'est important, il faut rester très vigilant. Il ne faut pas oublier que pour le moment, on a 100 millions de personnes qui sont dans un état grave dans le monde et que chose importante aussi, qu'on a dépassé les 2 millions de personnes qui sont décédées malgré qu'on a confiné les personnes, qu'on a des traitements maintenant qui sont plus ou moins efficaces et qu'on vient de commencer la vaccination. Donc c'est des chiffres qui sont quand même assez importants à comprendre et à réaliser. Les États-Unis à elles seules a comptabilisé plus de 400 000 décès. Et c'est énorme. Alors que vous pouvez imaginer un des pays les plus importants au monde, les plus puissants, développés. Il y a le plus développés, et malgré ça, donc 400 000 personnes atteintes. Donc c'est pas des choses qu'on doit prendre à la légère. Alors j'aimerais que l'on parle des vaccins. Alors les vaccins fonctionneront-ils contre ces nouvelles variantes, Dr Micot? Alors oui, pour les vaccins, c'est les nouvelles variantes, effectivement. Pour les vaccins, jusqu'à présent, ce qui est confirmé pour la souche britannique d'une façon officielle, vous êtes au courant que ce matin même, le laboratoire Moderna a confirmé que le vaccin, son vaccin Moderna, marchait sur les variants britanniques. AstraZeneca, elle est en train de confirmer ça. Et les Chinois n'ont pas encore, pour le moment, en tout cas pas à ma connaissance, que son vaccin est efficace. Donc les vaccins devraient toujours fonctionner. Devraient. Pour le moment, oui, pratiquement, on peut dire que ça devrait marcher sur le nouveau variant. Donc on ne peut pas dire que le virus sera capable de générer des mutations qui contourneront le vaccin, Dr Micot? C'est des choses à explorer dans l'avenir. On ne peut pas le confirmer. On ne peut pas se prononcer maintenant. En tant que scientifique, il faut s'assurer de ça. Toute chose qui va être dite pour être prise pour étant quelque chose de confirmé, non, il faut attendre l'évolution. Alors, le Maroc a acquis 66 millions de doses de vaccins anti-Covid. Il a reçu vendredi dernier une première livraison du vaccin britannique AstraZeneca. Il recevra donc une deuxième livraison, celle de Sinopharm, cette fois-ci en provenance de la Chine. Donc, demain, mercredi 27 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'opération de vaccination contre la Covid-19 qui débutera au cours de cette semaine sur l'ensemble du royaume, docteur Mounir Micot? Un grand ouf et un grand soulagement parce que la campagne a vraiment tardé. Donc le fait qu'on reçoive enfin ces doses, c'est important.
On va attendre ce que va, sur plan pratique, ce que le gouvernement va faire, parce que recevoir 2 millions, c'est déjà très bien. Recevoir des doses, on va voir exactement ce qu'on va recevoir de chez Sinopharm de la même manière. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, 2 millions de doses pour le moment vont confirmer la vaccination d'1 million de personnes. Et ça, c'est très, très, très important. Le tapage médiatique qu'on a eu auparavant, c'était très important de le faire si on avait eu le vaccin. Maintenant, j'espère que tout le monde que tous les praticiens, médicaux, qui vont sensibiliser la population générale, qui vont commencer à se faire vacciner. Et je voudrais bien, comme j'ai dit la dernière fois, voir les responsables du gouvernement eux-mêmes donner leurs bras pour se faire vacciner et donner l'exemple, pour encourager la population à ce qu'elle soit. Et vous l'avez dit sur notre antenne, vous seriez parmi les premiers à être vaccinés. Et pour donner justement l'exemple à tous les Marocains pour justement lutter contre la propagation du Covid-19. Donc on parlait de l'opération vaccination contre la Covid-19 qui mobilisera un lourd dispositif, 2880 établissements de soins de santé primaires. En fait, on a besoin de 2 doses nécessaires, docteur Mounir Miko. 2 doses, c'est à voir, 2 doses à 3 semaines d'intervalle. De différence, d'intervalle. Maintenant, on va voir. Si vous vous rappelez, auparavant, il y a eu la même revendication, par exemple en Grande-Bretagne. Ils avaient décidé initialement de mettre 2 doses à 15 jours de différence. Et puis, ils ont décidé pour au moins vacciner une population plus large d'abord par une seule dose et puis par la suite ils ont reporté la deuxième dose au lieu que ça soit 15 jours de mettre 3 semaines ou 1 mois et donc ils ont essayé au moins, si on arrivait avec une seule dose par exemple de vacciner disons 20% de la population au lieu de 10% et puis par la suite rattraper parce qu'ils ont une assurance comme quoi ils vont avoir les doses qu'il faut après. À ce moment-là, oui. Donc maintenant, ceci dépendra de ce qu'on va avoir ici chez nous au Maroc. Les assurances qu'on a par rapport à avoir ce vaccin, si vous vous rappelez, on allait avoir rapidement le vaccin chinois de Sinopharm. Absolument. Vous avez vu combien ça a tardé et qu'est-ce qu'on a eu comme problème à cause de ça. Et que même le laboratoire, vous avez remarqué qu'il y a eu le président directeur général ainsi qu'un deuxième cadre de Sinopharm en Chine qui ont démissionné. Donc, on ne sait pas pourquoi ni comment ça a été, mais en tout cas, ce qu'on a eu, c'est qu'un retard de livraison des vaccins. Rappelez-vous aussi qu'il y a eu un autre événement, que l'usine qui produit le vaccin d'AstraZeneca en Inde a pris feu. Et donc, on ne sait pas pour le moment ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a eu un retard de livraison, de production et de livraison des vaccins ou pas? N'oublions pas aussi qu'en Inde, ils vont vacciner un nombre très important, millions de personnes. Et donc, ils ont besoin aussi d'avoir des vaccins pour leur population. Donc, cette pression mondiale que nous avons sur la production et sur plutôt les commandes en vaccins, on va voir comment ça va évoluer, quelle est l'importance des pressions qu'on va avoir en tant que Marocain, en tant que Maroc, en tant que Royaume du Maroc pour avoir le vaccin en nombre suffisant pour pouvoir vacciner comme vous avez dit, les 25-26 millions de personnes dont on a besoin de vacciner. Donc on va voir ceci va être, c'est plus comme la première fois quand on a annoncé voilà, en 6 semaines, on va faire telle chose, en 3 mois, on va faire telle chose, et tout le monde va être vacciné, en printemps, on va être immunisé, et on va tourner la page. Maintenant, je le dis, d'une façon un peu plus réelle, on va s'accommoder à ce qui se passe sur le plan international. Voilà. Le Maroc va essayer d'avoir son vaccin, mais on va voir comment, sur quel délai, ainsi de suite. Ça va pas être quelque chose d'assez simple et facile à réaliser. Donc, les vaccins adoptés par le Maroc, c'est Sinopharm et AstraZeneca. Pourquoi justement ces 2 vaccins ? Alors, pourquoi ces 2 vaccins ? D'abord, le vaccin d'AstraZeneca, c'est
très important de réaliser que c'est un vaccin qui est pas cher, parce que ça coûte dans les environs entre 3 et 5 euros l'injection. Différemment des vaccins américains et britanniques qui sont assez chers. Le vaccin Pfizer, il coûte dans les environs de 21 euros. Le vaccin de Moderna, il coûte dans les environs de 30 euros, 33 euros. Donc, c'est des vaccins qui sont très, très chers. Le vaccin de Sinopharm, par contre, il reste aussi moyen, dans les environs de 17 euros le prix pour l'injection. Mais on a eu des conventions bilatérales avec la Chine, puisqu'on a participé dans les essais cliniques. Dans les essais cliniques. On ne connaît pas exactement le prix qui a été mis pour le Maroc. Et donc, ça reste très probablement avantageux par rapport aux autres parce qu'on a participé aux essais cliniques. Donc c'est tout simplement pour ça qu'on a pu faire ça. Rappelons aussi qu'il y a des éléments qui sont très importants, que dépendant bien évidemment du pouvoir économique de chaque pays, il pourrait qu'ils se permettent d'acheter et de mettre le paquet pour avoir le vaccin qu'il faut. Même en France, par exemple, actuellement, les vaccins français sont très en retard à être disponibles. Ils étaient obligés de prendre en France les vaccins de Pfizer et de Pfizer et donc Moderna. par la suite et de Moderna, et ils n'ont pas pu avoir tout le nombre dont ils ont besoin. Il y a des retards de livraison qui sont très importants. Ils attendent des unités en Belgique pour qu'ils puissent produire plus de vaccins et donner en Europe, et à ce moment-là, un nombre suffisant. Alors que la France, vous connaissez, qui est la 5e puissance mondiale, qui est membre influent dans l'ONU, etc. Donc, elle n'a pas pu avoir le nombre de doses qu'il lui faut assez rapidement. Reste un dernier truc qui est très important, c'est l'initiative louable que je suis en train de souligner, grâce à un très grand nombre de donateurs sur le plan international. Et c'est elle qui a fait baisser le prix du vaccin d'AstraZeneca pour qu'il soit à 3 euros. C'est des donateurs qui ont donné de l'argent pour que la recherche soit financée et qu'on baisse le coût de revient du vaccin, et qu'à ce moment-là, il soit accessible aux pays du tiers-monde, pays qui sont en voie de développement, et pour être un tout petit peu démocratique sur le plan international. Maintenant, ce qui arrive, c'est que malheureusement, c'est pas le cas. On se retrouve avec des puissances mondiales qui font de la pression pour avoir ces vaccins. Les pays riches, on va dire. D'ailleurs, les pays riches, ça m'étonnerait pas qu'on trouve, si vous vous rappelez l'affaire des masques chirurgicaux et cette absence de démocratie sur le plan international. La France elle-même, au tout début, disait que le vaccin, plutôt que les masques chirurgicaux n'étaient pas nécessaires parce que tout simplement, ils n'avaient pas de masques. Et que le Maroc a aidé la France à ce moment-là pour se procurer des masques, et par la suite, ça a été décrété comme étant obligatoire. Et la France allait prendre... D'ailleurs, l'OMS a alerté contre ces pratiques. Exactement. Je rappelle des faits qui sont très importants. En France, la France avait une commande de la part de la Chine. Les États-Unis de Trump, à ce moment-là, a pris la commande française de l'aéroport chinois. Il a pri la commande de masques chirurgicaux d'une façon à la cowboy, si je veux dire. Donc, si j'ose dire. Donc il faut se rappeler ces faits qui sont très importants, et ça m'étonnerait pas que ça se répète de la même manière concernant le vaccin. Et l'OMS appelle pour une distribution, on va dire, équitable. Équitable sur le plan international. Je rappelle aussi des faits qui sont importants. Israël, qui est en train de vacciner toute sa population, a pris le vaccin de Pfizer et elle a payé le prix double ou triple par rapport à ce qu'elle vend aux États-Unis, en France, ainsi de suite. Elle a décidé de payer plus cher et donc d'avoir les vaccins pour sa population qu'elle est en train de vacciner actuellement. D'ailleurs, Israël est en avance par rapport
à l'Europe, par rapport aux États-Unis, par rapport à tous les pays du monde, docteur Mounir Miko? On s'approche actuellement de la vaccination de presque 30% de sa population. Donc, il faut imaginer ça. Il y a pratiquement une dizaine de jours, ils étaient à 20%. Maintenant, on s'approche de 30% de la vaccination de sa population. Alors, j'aimerais que l'on parle cette fois-ci de la population cible. Vous le disiez, docteur Mounir Miko, le Maroc espère vacciner 80% de la population. C'est l'objectif escompté. Alors, qui sont ces personnes priorisées, on va dire? Alors, la priorité revient maintenant avec les 2 millions de doses qu'on vient de recevoir. La priorité va être pour d'abord les personnes qui travaillent dans le secteur de santé, les personnes qui travaillent dans tout ce qui est secteur de sécuritaire, ça veut dire la police, la gendarmerie, l'armée royale, parce que ces deux-là sont des secteurs qui sont stratégiques, clés de sécurité nationale. Donc, on ne peut pas jouer avec la sécurité nationale, et donc ces deux catégories vont être priorisées. Troisième catégorie qu'on doit protéger, c'est les personnes qui sont âgées. Et qui ont des problèmes de santé, et c'est important de les protéger de la même manière. Et quand je dis qu'ils sont âgés, ça veut dire qu'ils ont des problèmes de santé, qui ont plus de 60-65 ans et qui doivent des maladies chroniques, qui souffrent de maladies avec des chroniques. Maladies chroniques, exactement. La quatrième catégorie, c'est les enseignants. Et pourquoi les enseignants? Parce que les enseignants travaillent en général avec des personnes qui peuvent être vecteurs et qui ont bien évidemment, que ce soit pour les trois, qui doivent avoir plus de 40 ans. Et pourquoi? Parce que là, on commence avec ces objectifs initialement, plus de 40 ans, et puis par la suite, on va passer entre 18 et 40 ans. Donc, toute personne enseignante ou dans le secteur de santé qui a plus de 40 ans est prioritaire par rapport aux autres. C'est important de comprendre ça. Alors, donc, les personnels de première ligne, vous le disiez, en l'occurrence, les professionnels de la santé, les autorités publiques, les forces de sécurité, le personnel de l'éducation nationale, personnes âgées, personnes vulnérables au virus, avant justement de l'élargir au reste de la population. Les zones en proie à des taux élevés de contamination aussi, docteur Miko. Exactement. Toutes les zones où il y a une contamination très élevée, comme dans les hôpitaux, donc comme dans les structures où il y a une hospitalisation importante. Donc là où on a, par exemple, dans les hôpitaux psychiatriques, où on a des hospitalisations à long terme, dans les prisons, etc. Donc c'est là où il y a une condensation, il y a le risque de contamination qui est important. Alors, l'adhésion de la population, vous le disiez, est très importante justement pour contrecarrer la propagation de la pandémie. On se pose beaucoup la question sur les effets indésirables de ces vaccins, docteur Mounir Miko. Alors, je vais dire quelque chose qui est très important et qui va de la crédibilité de cette campagne de vaccination, de la crédibilité de notre système de santé, que ce soit localement, que ce soit sur le plan international. Parce que si on ne fait pas confiance à ça, on ne peut en aucun cas être crédible, et la population ne peut pas suivre. La vaccination, toute médication, quel que soit ce qu'on va prendre en tant que patient, la vaccination pourrait, dans des cas, avoir un effet indésirable. C'est quelque chose de tout à fait normal. Je rappelle un médicament que tout le monde prend au quotidien. Il s'appelle le paracétamol quand on a mal à la tête. Quand on a une petite migraine, on ne réfléchit pas trop et on prend un paracétamol sans dire de noms commerciaux, d'une façon spontanée et systématique. Si vous prenez le prospectus et vous voyez ce qu'il y a écrit dedans, comme effet indésirable, vous allez être étonné comment vous pouvez prendre ce médicament comme ça, à la légère. Mais ça ne veut pas dire que chaque personne qui va prendre ce réagit de la même façon. Le paracétamol va réagir, il va développer tout ce qu'il y a à l'intérieur comme effet indésirable qui est écrit dans le prospectus. Donc, le risque est toujours là. Le risque est pas important, il est étudié, il est calculé, il est mesuré. Et ce qu'on fait en général, c'est qu'on va calculer le risque d'effet indésirable
par rapport aux bénéfices de la généralisation d'un médicament qu'on est en train de donner. Quand on voit que le risque d'effet indésirable est très minime par rapport au gain, ce qu'on va avoir comme, par rapport à ce médicament, qu'il soit le paracétamol ou autre, on dit oui, on peut autoriser ce médicament et on va y aller, on va l'utiliser avec, en tirant la sonnette d'alarme s'il y a des effets indésirables qui apparaissent. Maintenant, concernant la vaccination, depuis toujours, sur le plan international, depuis les années 60-70 jusqu'à actuellement, les vaccins ont été utilisés avec beaucoup de sécurité et ça marche d'une façon extraordinaire. Ça a permis de diminuer le risque infectieux chez énormément de pays et donc d'éradiquer beaucoup de maladies. Et malgré qu'il y a parfois, quelquefois, c'est exceptionnel, je vais dire, des effets indésirables qui peuvent apparaître. Et on a en parallèle un système, ce qu'on appelle un système de pharmacovigilance, qui, à chaque fois, quand il y a un effet indésirable, il y a une obligation chez le professionnel de santé de déclarer cet effet indésirable et qu'on va collecter. Si on voit à ce moment-là qu'il y a apparition d'effets indésirables qui sont graves et qui peuvent être mortels, à ce moment-là, on arrête l'utilisation de ce médicament ou de ce vaccin pour dire comme quoi on a eu des cas qui sont importants. Donc, et puis on fait l'enquête par la suite a posteriori. Et s'il s'avère comme quoi c'est en relation, les effets indésirables sont en relation avec ce médicament ou avec ce vaccin, on peut retirer complètement l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament. Encore plus qu'on peut faire par la suite, c'est de dire sur le plan international, voilà, on a eu des cas. On peut même joindre les différents cas qu'il y a eu sur le plan international pour arrêter la commercialisation de certains médicaments. Puis par la suite, s'il s'avère comme quoi ce médicament et les effets indésirables qui ont apparu n'ont rien à voir avec le médicament, on peut de nouveau le remettre sur le marché et de dire cet effet indésirable n'a rien à voir, c'est quelque chose d'autre, c'est une maladie autre qui n'a rien à voir avec le vaccin. Alors, donc, il y a la population peut être rassurée. Il y a certes des effets indésirables, mais ces effets restent pour le moment transitoires. Et vous parliez de la plateforme Yaqada Liqah, qui est une plateforme mise à la disposition des bénéficiaires de ces vaccins pour un suivi de leur sécurité vaccinale à distance, docteur Mounir Miko. Alors, exactement. C'est très important. C'est très très important. Et pour les personnes qui n'arrivent pas à utiliser ce système-là, où ils ne sont pas au courant, il y a quelque chose d'autre qui est important, c'est qu'ils doivent, s'il y a un effet indésirable, repartir là où ils ont reçu leur vaccin pour déclarer au médecin qu'il y a eu un effet indésirable et qu'à ce moment-là, le système de notification des effets indésirables se déclenche par le biais du centre de pharmacovigilance du Maroc et on va à ce moment-là évaluer la situation. Mais pour le moment, ce qui arrive sur le plan international, on n'a pas eu de cas qui sont graves à propos je dis bien, des vaccins d'AstraZeneca ou de Sinopharm qui ont été déclarés. Alors, comment faire justement pour bénéficier de la vaccination, Dr Mounir Miko? Apparemment, il faut prendre un rendez-vous en ligne ou par SMS. Voilà, avec SMS, on peut envoyer le numéro de carte d'identité nationale au numéro 1717. Il nous envoie à ce moment-là le rendez-vous et quand exactement on doit se faire vacciner, exactement le rendez-vous et la date. Donc le portail www.liqahcorona.ma ou en envoyant un SMS sur le numéro gratuit, vous le disiez à l'instant, 1717, à noter absolument sur votre agenda. Alors, un dernier mot, docteur Mounir Miko, par rapport à cette opération de vaccination. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs qui sont à l'écoute de notre émission? Vous le disiez il y a quelques instants, il faut quand même rester prudent et très vigilant malgré le frémissement que connaît justement la situation épidémiologique dans notre pays.
c'est le moment de l'espoir, je vais dire. On m'a demandé de dire de bonnes choses. Je vais terminer avec cette phrase et de dire comme quoi c'est le moment de l'espoir. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se préparer, qui est la campagne de vaccination. Il faut y adhérer de façon à coup sûr. Ça va améliorer la situation, notre situation épidémique, et j'espère qu'on va tourner la page de ce Covid-19 pour redevenir libre comme on était, pour tirer les leçons de ce Covid sur le plan, que ce soit nous-mêmes en tant que personnes, que ce soit sur le plan sociétal ou toute une société qui est marocaine. Donc on doit tirer les leçons. Le secteur de santé, il est important. Il est important à prendre en charge d'une façon sérieuse ce secteur, et c'est un message d'espoir. On va y arriver, Inch'Allah. Donc, une lueur d'espoir, la vaccination. Merci beaucoup, docteur Mounir Miko. Je rappelle que vous êtes réanimateur, spécialiste en anesthésie, réanimation. Merci pour toutes ces précisions, docteur Mounir Miko. Et bon courage. Merci à vous. Bonne journée à tous les auditeurs et à toutes les